Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? A priori, oui. Donc on va passer à une nouvelle rencontre, une antipastille, qui est un format un peu différent, qui a été imaginé en collaboration avec la Maison Fumetti. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une structure associative à Nantes qui promeut et encourage l'art de l'illustration et de la bande dessinée à travers des rencontres comme aujourd'hui, des expositions ou tout simplement des résidences d'artistes. Et donc aujourd'hui, à la manière d'un dîner ou d'un apéro dînatoire, on va avoir une rencontre avec un champ lexical un petit peu différent comme fil conducteur. Et donc on va aborder plusieurs étapes du parcours artistique d'Hélène Aldeguer qui est ici présente. Et donc on va commencer naturellement par une mise en bouche, suivie d'une dégustation, en passant par des milliardises et un passage in vino veritas. Donc un super programme a priori. Avant de te donner la parole, Hélène, je vais présenter un peu brièvement ton parcours et ce que tu proposes. Donc tu es une autrice et dessinatrice de bande dessinée et tu t'es spécialisée dans les parcours militants et de lutte à travers notamment des récits d'émancipation qui sont inscrits dans l'histoire du monde et dans l'actualité contemporaine. Et aujourd'hui, tu as 7 livres au compteur, si je ne me trompe pas. Donc 6 bandes dessinées adultes et un récit jeunesse. Et tu collabores très régulièrement avec des titres de presse, dont notamment la revue 21. Donc est-ce que tu veux ajouter quelque chose au sujet de ton portrait ? Merci beaucoup pour l'invitation, déjà. Je suis ravie d'être ici. Mini truc, je suis pas dans la revue 21, mais j'ai été dans la revue dessinée une fois. Okay. Et sinon, je fais des illus dans Orient 21, qui est un média spécialisé sur le Proche et le Moyen-Orient, qui a une rubrique qui s'appelle Va comprendre, qui s'adresse aux jeunes et qui permet de définir des concepts clés qui aident à la compréhension de la région. Et donc, sinon, merci, voilà. C'est parfait. Et donc, quelques petits extraits de tes collaborations, a priori, qui auraient dû être diffusés un petit peu avant. Et donc, pour cette antipastille, la Maison Fumetti invite généralement les auteurs, autrices de bande dessinée à s'exercer un exercice un petit peu particulier, c'est celui de l'autoportrait. Donc, celui-ci, derrière toi, te représente. Comment as-tu décidé de te représenter ? Je pense que c'est assez parlant. C'est évidemment symbolique et un peu caricatural de moi-même aussi, je pense, parce que tous mes travaux ont un lien avec la question des luttes sociales et sont évidemment engagés. Je ne crois pas à l'objectivité et donc je ne la revendique pas. Et voilà, je pense que la question du point levé, du rouge, du noir, c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un exercice que tu réalises régulièrement ou pas du tout, l'autoportrait ? Non, pas trop. C'était pas quelque chose que j'avais trop fait avant. D'accord. Et donc, on va naturellement enchaîner avec cette fameuse mise en bouche. Et donc, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur les prémices de ton parcours. Et donc, naturellement, avant de revenir ici sur les éléments plutôt liés à tes études, quel rapport tu entretenais avec le dessin, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence ? Je dessinais beaucoup et je lisais pas mal de bandes dessinées aussi que me passait mon père d'abord. Et donc j'ai eu de la chance d'être marquée par Tardy et je baignais un peu dans un imaginaire quand même autour de la commune, par exemple, si vous avez vu le travail de Tardy, Le Cri du peuple, qui m'a beaucoup marquée. Par ailleurs, je suis aussi la génération manga, donc j'en ai pas mal lu et j'ai adoré le travail de Rumiko Takahashi, je sais pas si vous voyez, qui était une femme déjà, donc ça c'était trop bien d'avoir un exemple de femme autrice, qui a fait un manga qui s'appelle Ranma 1,5, qui a un truc un peu queer avant l'heure, parce que c'est en gros c'est un homme mi-garçon, et je trouvais ça trop bien quand j'étais ado, et ça permettait d'avoir des exemples de personnages féminins ou sur des relations qui ne soient pas dans les stéréotypes de genre ou dans les stéréotypes hétérosexuels, qui n'y avait pas du tout, pour le coup, dans la BD francophone, française, franco-belge et tout. Donc ça m'a vraiment marqué aussi, je pense, les deux types de références. Et est-ce que du coup, a priori, tu as eu un déclic, un moment où tu t'es dit j'ai envie d'en être moi aussi ?
J'ai pas un déclic en particulier. Je pense que j'avais envie de faire ça, quoi. J'ai grandi en ayant envie de faire ça. Et donc, tu es diplômée de l'école parisienne Estienne. Ça fait 11 ans, il me semble, j'ai compté aujourd'hui. Et donc, dès tes études, dès ton parcours étudiant, la question du militantisme est arrivée rapidement. Comment tu as eu, là aussi, cette envie de te spécialiser ? Là, c'est un peu en lien avec ce que vous avez derrière. Moi, je viens d'une famille pieds noirs et j'ai eu l'occasion d'aller en Algérie autour de 2010-2011, donc au moment où il y avait aussi les printemps arabes. Et moi, j'étais au lycée à ce moment-là et je me suis intéressée à l'histoire coloniale et décoloniale, donc à la question des luttes des peuples, ce qu'ils ont réussi à mener là-bas. Et je me suis détachée de l'histoire pieds noirs aussi parce que c'était pas... C'est mon histoire et c'est pas mon histoire. Et j'avais envie de voir ma génération, ce qu'elle menait. Enfin, je suis allée ensuite en Tunisie et j'ai rencontré des journalistes à Tunis. Et bon, ça, c'est un peu plus tard quand j'avais 20 ans, mais c'était l'idée de voir ce que menait la jeunesse aujourd'hui, toujours dans une question décoloniale, mais qui avait aussi évolué, qui s'était enrichie d'autres luttes. Mais oui, je me suis spécialisée petit à petit. Je voulais apprendre l'arabe. Voilà. Et sur ce projet-là, donc un projet étudiant, il me semble, tu t'es intéressée à plusieurs villes. Je crois que ces planches, elles sont issues justement voilà, à la fois un parcours au Maroc, à Alger, Gaza. Comment tu as décidé de te spécialiser ensuite sur des pays en particulier plutôt que d'autres En fait, ces planches-là, c'est pendant que j'étais en études à Estienne, mais c'était pas des projets d'Estienne. Parce que c'était trop bien. Estienne, c'est une super école publique, donc on a de super conditions. Mais moi, j'avais des sujets qui me tenaient vraiment à cœur et que je menais un peu à côté. Et dans l'apprentissage dans l'arabe que je faisais de façon autodidacte et dans mon intérêt pour l'actualité qui était vraiment bouillonnante à ce moment-là, j'ai commencé à établir des correspondances pour apprendre l'arabe avec des gens de ma génération. Et rapidement, plus que d'apprendre l'arabe aussi, on se posait des questions et on parlait d'actualité. Et j'ai établi des liens comme ça qui étaient juste des correspondances. On n'a pas pu se voir en vrai parce qu'en effet, il y a une personne qui était à Gaza. Bon, c'est assez terrible de voir que forcément, c'est enclavé depuis longtemps, donc il y a des choses qui sont restées d'actualité après. Mais vraiment quelque chose de générationnel. Que la question palestinienne, elle était assez transversale dans la région, que ce soit des discussions avec... en Algérie, moi j'y étais, donc j'avais une amie là-bas à Alger, et je pouvais parler avec elle, mais ça pouvait être... j'avais un correspondant qui était à Ispahan en Iran, voilà, que j'ai par ailleurs... on discutait et j'ai fait la bêtise d'un moment de lui poser trop de questions politiques, et du coup on a été coupés parce que c'était en 2008, au moment du mouvement vert, quand il y avait Ahmadinejad. Donc, mais après, j'étais jeune aussi, c'était des questions un peu naïves, mais c'était de me dire comment je fais pour aller voir un peu par en bas. Évidemment, les discours des jeunes ne représentent que eux. Hein. Je ne faisais pas d'études sociologiques, de terrain et tout, mais voilà, d'établir un peu un lien. Et donc justement, puisque toutes ces questions-là, tu as décidé de les aborder en bande dessinée, formellement parlant, typiquement, ici on retrouve une colorimétrie particulière. Enfin, comment tu arrives à représenter ces thématiques-là en bande dessinée ? Moi, j'ai été très marquée par le noir et blanc d'abord. Que ce soit Tardi, ensuite Josako. Après, quand j'étais en études, j'ai vachement aimé le travail de Zaina Berachet, qui travaillait sur le Liban. Et aussi parce que j'aimais beaucoup la gravure, donc il y a quelque chose du trait parfois un peu brut, et bref, vraiment de la place du noir et blanc, et que je complétais aussi avec la place à des couleurs qui sont peut-être de la poussière, les carnations, un peu une urbanité des Suds, en fait. Donc c'est comme ça que ça s'est construit. Et à la suite de ces tentatives, de ces premiers projets, tu nous as gentiment envoyé ton projet d'études Tunis. Et je trouve qu'il est assez intéressant de l'avoir aujourd'hui sous les yeux, et que ensuite vous pourrez le mettre en perspective au fil de cette heure de rencontre, puisque je trouve que malgré le fait que tu aies travaillé sur ce projet il y a plus d'une dizaine d'années, on retrouve beaucoup à la fois de motifs, que le motif de la foule, qui est quelque chose qu'on retrouve dans la quasi-entièreté de tes bandes dessinées. Même les drapeaux, comme on peut les voir aussi, c'est des choses qu'on retrouve énormément. Là aussi, dès le début, tu as eu envie de représenter des motifs comme ça, remplir des pages entières de foule.
Oui, je pense que c'est une façon de donner de la place au collectif. Quand on fait une bande dessinée, il faut que le récit soit incarné, donc on s'accroche à des personnages et qu'ils soient fictifs ou réels, d'un seul coup, ça devient spécifique. Mais ça me tenait à cœur et ça me tient toujours à cœur de montrer que c'est quelque chose aussi de la masse, du collectif, du groupe, qu'il y a des dynamiques comme ça qui font l'histoire. Là aussi, même si je ne l'ai pas évoqué, un autre des points qui vient apparaître comme fil de conducteur de toutes tes bandes dessinées, c'est une forte contextualisation. Là, j'ai choisi de mettre en avant ce trombinoscope qui est là aussi mis en place dans ton projet de fin d'études, puisque dans la quasi-entièreté de tes bandes dessinées, il y a des grands passages de contextualisation, de mise en place des personnages. Là aussi, dès le début, tu as eu envie de pouvoir prendre un peu par la main le lecteur dans les récits que tu avais envie de raconter. Là, en l'occurrence, pour la Tunisie, c'est donc mon projet de diplôme, et c'était sur les élections législatives, qui étaient un peu les premières élections post-révolutionnaires. Et moi, pendant mes études, j'avais passé du temps à Tunis auprès de journalistes indépendants qui étaient chez Newet, donc un média qui était clandestin pendant la dictature et qui ensuite était actif sur les questions de l'état de droit et des violences policières. Et c'est à leur rencontre que j'ai appris réellement, même si je disais des choses pas mal sur la Tunisie. Et par ailleurs, j'ai aussi établi un autre réseau affectif de gens qui étaient d'un milieu moins favorisé, disons, moins francophone, pas issu de la capitale, et donc vraiment une différence sociologique assez majeure que j'ai voulu représenter dans ce récit-là. Et ce que je voulais aussi montrer, c'est que je pense qu'il y a eu l'actualité crée ce genre de dynamique où ça a tendance un peu à créer des équivalences parfois et à dire les printemps arabes. Et en fait, chaque pays a eu vraiment une histoire spécifique. Et la Tunisie, c'est pas l'histoire de l'Algérie, de la Libye. C'est vraiment très particulier. Évidemment, c'est dur de suivre. Mais j'avais envie d'avoir cette valeur ajoutée, de donner quelque chose à apprendre de particulier sur la Tunisie dans le récit. Et c'est vrai que c'était pas facile. Et même moi, si je dessine, c'est aussi que j'écris en dessinant et j'écris pas forcément du texte. Donc, c'est pas un exercice évident de faire de la contextualisation textuelle, mais voilà. C'est ce que tu nous disais et régulièrement t'évoques que toi, c'est plus un travail sur le fond que sur la forme, pardon. Et donc, a priori, c'est... Voilà. Et donc, à la suite de ces projets étudiants, il y a aussi tes toutes premières collaborations avec des médias. Et est-ce que de nouveau tu peux l'évoquer, puisque c'est en parallèle de cette période de découverte formelle et... Oui, ça c'était avec un média qui s'appelait You Middle East, qui est anglophone, mais que je faisais aussi pendant mes études. Pour le coup, c'était pas très pro et tout, mais c'était l'idée de continuer à avoir du lien, et que quand je fais des dessins, j'apprends quelque chose déjà parce que je lis l'article pour essayer de donner une illustration, et je transmets. Il y a quelque chose d'assez réciproque qui se crée autour de l'article. Et là, c'est un peu les premiers dessins. Oui, c'est des thématiques qui reviennent, en fait, la question des frontières que j'essaye d'évoquer dans mon travail sur la mobilité différenciée quand on est des Nord ou des Sud, la violence des frontières. Et c'était des initiatives de ta part ou on est venu vers toi pour illustrer Non, c'était des initiatives gratuites de ma part, bénévoles, de la petite étudiante qui voulait... mais... Bref. qui est un bon début. Et puisque qui dit étudiant dit aussi exercice formel, expérimentation. Et je trouvais ça intéressant de mettre en avant ces gifs aussi que tu nous as gracieusement envoyés, parce que là aussi, on retrouve les thématiques, mais plus d'expérimentation. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, c'est qu'on avait eu un sujet, c'était cool, fallait faire des gifs, mais on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Et je les ai pas tous faits en même temps, mais en fait les premiers c'est celui qui est en bas, ce qui est assez drôle parce que bon, les noms ont changé, mais Apple, Google et tout ça, donc une critique un peu d'un monopole de la question de l'information ou des médias numériques. Et il y en avait plusieurs, je les avais déclinés. Et en bas à gauche c'est sur la Nakba, donc la catastrophe sur la migration forcée de la population palestinienne hors de ces territoires, une grève de la faim des prisonniers palestiniens à droite, et en haut à gauche un truc pas fini sur, en gros, pareil, c'était pour illustrer un article, mais au final ça a changé, mais sur le parcours de Erdogan en Turquie.
Mais oui, c'était... Voilà, c'était drôle, c'était de l'expérimentation, c'est cool, c'est un autre format. Et est-ce que tu continues encore aujourd'hui à expérimenter des formats comme ça, un peu plus, entre guillemets, légers ou pas? Par exemple, quand j'ai sorti là, ma dernière BD qui s'appelle Tokyo 68 sur le mai 68 japonais, j'ai fait, pour la sortie, je me suis amusée, j'ai fait une petite vidéo où on voit les étudiantes qui sont en train d'occuper la fac et tout. Et c'est des petits formats. Après, l'animation, c'est trop génial et ça fait trop rêver, mais c'est un autre travail. Et puisque l'exercice de l'antipastie, c'est aussi, comme on disait, d'évoquer ton parcours et aussi les ratés. Est-ce qu'il y a des exercices formels auxquels tu t'es prêté à l'époque, que tu as aujourd'hui abandonné, que ce soit des thématiques ou des formes artistiques Globalement, dans mes études, en tout cas, par exemple, c'était une première année sujet, une deuxième année projet de diplôme. Projet de diplôme, j'ai trop aimé parce que j'ai fait mon truc, j'ai kiffé, c'était sur la Tunisie. Et première année, j'ai eu vachement de mal en fait à me tenir à un sujet. Je pense que j'ai un truc un peu peut-être capricieux que je veux faire mes sujets, quoi. Et il faut que ça soit politique, il faut que ça soit ceci, cela. Et j'arrive pas trop à faire de la recherche formelle si elle n'est pas accrochée à un projet et un discours. Donc ça, c'était vraiment une grosse limite que j'avais pendant mes études. Et donc, on va pouvoir désormais passer à la dégustation. Alors, on l'a déjà un peu évoqué. Un moment important dans ton parcours, c'était multiples séjours en Tunisie qui vont donner naissance à tes premiers projets pour lesquels tu as reçu des prix. Tu as reçu le prix Raymond Leblanc de la jeune création en 2017 pour Saïf et le prix France Culture des étudiants de la BD politique pour Après le printemps. Comment est-ce que tu as perçu ces premières récompenses ? Tu as été heureuse, je pense. Oui, le prix Raymond Leblanc, en fait, ce qui était bien, c'est que c'était une présentation d'un projet que j'avais nommé Saïf, mais qui m'a permis ensuite d'être édité par Futuropolis pour faire Après le printemps, qui est là. Et c'est un prix, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'argent pour vous soutenir, et ça, c'est quand même assez... Parce que les prix et les statuettes, c'est cool, mais quand on est super précaire, on a besoin aussi de pouvoir avoir de l'argent pour travailler dessus. Donc, non, c'était chouette. Et le prix de la BD politique, c'était donné par des jeunes aussi de mon âge. Donc, c'est un avis comme un autre, mais c'était intéressant d'avoir ce retour-là. Alors, ta première bande dessinée publiée, c'est justement Après le printemps, une jeunesse tunisienne. Ça a été publié chez Futuropolis en 2018. Tu y mêles petite et grande histoire à travers le parcours de 4 jeunes Tunisiens en 2013, c'est-à-dire après la Révolution. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel contexte tu as écrit cette histoire ? C'était donc après mes études et même après un livre que j'ai fait sur la Palestine. Donc c'est mon premier livre chez Futuropolis, mais pas mon premier livre en soi. Mais c'est après pas mal d'années de travail sur la Tunisie, spécifiquement parce que il est sorti en 2018, pardon, merci. Et la première fois que je suis allée en Tunisie, c'était 2013-2014. Et donc, en fait, je suis allée régulièrement un peu tous les ans. Et là, c'est vraiment... j'avais fait mon projet de diplôme, donc ça a pu mûrir un peu. Et c'était vraiment inspiré de personnes que j'ai connues là-bas. Ça parle d'une année qui était importante. Il y a eu des assassinats politiques de 2 députés de gauche. En fait, c'était de montrer... Qu'est-ce que c'est qu'une révolution ? C'est un processus qui est long et c'est pas juste une date type janvier 2011. Qu'est-ce qui se passe ensuite concrètement pour les jeunes qui sont allés dans la rue ? Est-ce que leurs soucis sont réglés ou pas ? Mais qu'est-ce qu'ils découvrent aussi comme puissance d'agir collective ? Parce que cette année-là, il y a eu beaucoup d'assemblées populaires sur les places. Il y a vraiment de la démocratie participative concrète. Et j'avais envie de montrer cette complexité-là, que c'était pas juste un truc un peu flamboyant d'une révolution, ce qui a été le cas, et c'est super, mais il y a eu aussi plein d'expérimentations, d'associations, de la société civile qui a été très investie, et donc c'est un peu l'idée à transmettre. Alors tu as décidé de raconter la jeunesse tunisienne dans un récit choral. Comment est-ce que tu as construit tes personnages et qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers eux ? Alors dans les 4 personnages, il y a 2 filles, 2 garçons. Déjà, j'avais envie d'une petite parité pour... Et il y a la question de la ruralité aussi par rapport à la capitale, c'est-à-dire de voir quelles sont les dynamiques inégalitaires qui peuvent exister aussi en fonction de votre milieu social.
quelles sont vos possibilités, comment vous vous projetez, est-ce que vous pouvez faire des études supérieures ou pas. Par exemple, en Tunisie, moi, parce que aussi j'avais rencontré ça, c'est-à-dire des journalistes de la capitale et d'autres proches qui venaient du milieu rural, plus des terres. Il y a vraiment une grosse discrimination en Tunisie, qui est un pays quand même centralisé autour de la capitale et autour du littoral. Et donc, quand vous êtes dans les terres, vous êtes vraiment très précaire et pas entendu en fait par rapport à vos revendications. Donc il y a des personnages il y a une fille qui réussit brillamment ses études, qui veut être avocate, soit cette période-là où la question du droit, quand c'est vraiment un état de droit en construction, le droit était au cœur des débats, donc c'était important de le montrer. Il y a une jeune, sa copine, elle veut partir en France, faire des études là-bas. Donc elle prévoit le départ en France, par contre, dans un cadre légal de demande de titre de séjour et tout ça. Et il y en a avoir un qui vient du milieu rural, qui est en galère, qui voit que milieu rural que je connaissais du coup, qui est plus à la frontière algérienne, où il y avait d'autres thématiques. Il y a la question du petit trafic qui existe pour avoir un peu de sous en faisant venir du pétrole d'Algérie. Enfin, vraiment les quotidiens... précaires et oubliés de jeunes pour qui, quelques années après, ça reste très compliqué. La question du départ illégal est encore extrêmement présent. Qu'en 2013, il y a eu beaucoup d'immolations encore. En fait, on connaît celle de Mohamed Bouazizi, mais qui a donné lieu à 2011. Mais en fait, il y en a eu d'autres qui n'ont pas été médiatisées. Donc voilà, faire un peu une galerie de portraits qui n'est pas complète, évidemment, mais voilà, qui donne à voir. Alors, vient le moment de la question piège. Comment écrit-on un personnage qui ne nous ressemble pas ? Du coup, un peu inspiré de gens que j'ai connus. Et évidemment, en ayant en tête le discours qu'on a envie de transmettre, je sais que je ne serai pas exhaustive, je sais que je ne serai pas objective, parce que ça, j'y crois pas non plus, qu'on fait des choix et que par exemple, il pouvait y avoir l'idée, donc la ruralité et la capitale, je voulais vraiment en parler. Je sais que moi, je suis une Française du Nord, issue d'une famille pieds noirs, et en même temps, j'ai essayé de ne pas me mettre dans le récit parce que, en gros, il y a beaucoup de discussions. C'est un récit assez bavard qui est issu de beaucoup de discussions en fait, que j'ai entendues, dans lesquelles je n'étais pas forcément partie prenante, mais qui étaient des discussions dont j'entendais pas trop parler quand j'en ai parlé de la Tunisie, parce qu'il y avait le côté le chaos politique, l'insécurité, la chute du tourisme et tout ça qu'on pouvait avoir en France, mais pas forcément ce que les gens se disaient vraiment dans les cafés, les taxis et tout ça. Et moi, dans ma démarche, de façon générale, c'est une démarche que j'espère être internationaliste, c'est-à-dire de soutien des peuples qui luttent, soutien par le bas, et pas soutien des États qui luttent entre États, mais vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain, de donner de la visibilité et de la parole, de voir comment il y a des réseaux de solidarité qui peuvent s'inscrire du nord vers le sud, mais des suds entre eux, et donc de faire un long travail de terrain. Je pense que ce livre-là, j'aurais pas osé le faire si j'avais pas non plus travaillé. J'avais été pendant des années quand même et proche vraiment de gens. Alors, on a déjà un peu parlé du traitement graphique et du choix du noir et blanc. Est-ce que ce choix s'est imposé à toi dès le départ ou pas ? Oui, je pense qu'au début, c'était vraiment le noir et blanc. Je pense qu'aussi, il y avait... j'avais l'impression de pouvoir gérer un peu le noir et blanc, que j'essayais de gérer mon discours autant que possible, mais du coup, je me sentais pas de gérer en plus la couleur. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez direct dans le noir et blanc, qui me facilitait dans comment j'arrivais ensuite à apporter le récit. Peut-être qu'une fois que je me suis un peu... Parce que je suis venue à la couleur après, d'une certaine façon aussi, parce que c'est pas de la couleur réaliste, mais enfin bref, peut-être on y viendra, mais c'était dans ma construction aussi que moi, en plus, par rapport à d'autres amis qui ont vraiment continué de longues études, c'est pas du tout que je me suis dit, je suis trop forte, je peux faire des livres, j'arrête les études, mais c'est plus que j'avais envie vite de raconter des trucs, et là je faisais du noir et blanc, donc j'ai la raconté en noir et blanc, quoi. Alors dans une autre BD qui s'appelle Ceux qui nous séparent, toujours publiée chez Futuropolis, tu te situes de l'autre rive de la Méditerranée, à Paris, où l'on suit le parcours d'un jeune Tunisien, Bilal, qui poursuit ses études grâce à une bourse. Tu y travailles avec subtilité le déracinement et les émotions contradictoires que peut ressentir un jeune homme arabe entre fantasmes et désillusions, entre fierté et culpabilité. Est-ce que ce personnage t'a été inspiré par des personnes réelles que tu as rencontrées ?
C'est à une période où je suis pas mal revenue en France, en fait, et où j'avais justement des proches qui étaient de Tunisie et qui sont venus en France dans des parcours donc de poursuite d'études avec visa d'études. Et là, ce que vous savez s'illustre pleinement dans vos proches, c'est donc le racisme ordinaire et structurel qui est présent par rapport à quand vous avez des amis qui font des études qui sont espagnols et donc en fait ils se font jamais contrôler dans la rue et ils n'ont pas de problème pour faire leurs études. Moi j'habite à Montreuil en Seine-Saint-Denis et donc j'accompagnais ces personnes à la préfecture de Bobigny pour demander leur renouvellement de titre de séjour. Et c'est là que s'incarne toute la violence structurelle du racisme d'État quand vous voyez que vous faites 10 heures de queue, que vous vous faites traiter comme de la merde et qu'on vous raconte n'importe quoi. Et donc oui, ça a été inspiré de récits réels. Certaines anecdotes peuvent être vraies, d'autres pas. Enfin voilà, après c'est l'écriture du récit. Mais la question du racisme, tu la traites à divers degrés, donc au niveau structurel, mais des racismes dans lesquels on peut un peu tous se retrouver, même involontairement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Je pense qu'il y a forcément des questions déjà de... Moi, ça me choquait la différence de la mobilité. Parce qu'en gros, là, c'est quand on est étudiant et qu'on est français, par exemple, en l'occurrence pour moi, on a envie d'aller partout et trop bien, souvent on peut le faire. Et on a des amis, nous, en plus c'était vraiment le début de l'époque où les billets d'avion ils coûtent 50 €, vous pouvez aller n'importe où sans y réfléchir, sans vous questionner où est-ce que vous mettez les pieds, pourquoi et qui êtes-vous là-dedans, bref. Et qu'il y a des gens qui, eux, peuvent pas retourner voir leur famille pour des fêtes parce que quand vous avez un titre de séjour, d'abord il est provisoire et le provisoire ça dure longtemps et ils peuvent pas, eux, juste serrer leur mère dans les bras une fois par an. Et alors que vous pouvez y aller dans leur pays par ailleurs en tant que touriste. Donc c'est un truc très très violent et parfois une inconséquence parce que vous buvez des coups entre amis et puis vous dites moi alors, le fameux j'ai fait tel pays qui est d'une violence symbolique terrible quand les gens déjà juste on leur permet pas de sortir de chez eux de leur pays, on va politiser mais du coup est-ce que quand tu pars tu quittes, t'abandonnes ou en fait c'est de la migration la fameuse migration économique qui est de l'expatriation pour les gens des pays du Nord. Donc ça, c'était vraiment un gros questionnement que j'avais autour de moi, qu'il y a évidemment d'orientalisation intégrée qu'on a, la question de la religion qui est vue de façon complètement névrotique en France, alors que parfois c'est juste quelque chose qui est culturel. Les gens, ils grandissent dans une religion ou pas, mais bref. Donc... je ne sais pas si tu avais d'autres exemples en tête, mais en tout cas, c'était des choses importantes. Par exemple, tu parles du vocabulaire qui est très différent. On parle d'immigrés pour les gens du Sud et d'expatriés pour les gens du Nord qui sont dans les pays du Sud. Voilà. Oui, ça, je pense que c'est ce qui m'a... Enfin, c'est parmi les choses qui m'ont le plus marqué parce qu'aujourd'hui encore, on va dire j'ai fait tel pays, et ce qui ne veut absolument rien dire, mais on le dit pas de façon mauvaise, c'est très inconscient hein, souvent. Enfin, je dis j'essaie de pas le dire, mais oui, et voilà, c'est ce fameux passeport européen qui est un titre de privilège dont on n'a pas toujours conscience. Alors pour cet album, justement, tu as changé de technique, tu es passé à la couleur. Ce sont les couleurs qui définissent les formes dans une palette très restreinte qui rend un effet visuel très fort. Tu utilises du bleu pour les passages en France que tu abandonnes dans les scènes qui ont lieu en Tunisie. Je pense que c'est la page suivante. Voilà. Est-ce que l'économie des couleurs est plutôt une contrainte ou ça te facilite le travail et est-ce que ça influe sur la composition de tes planches ? Oui, je travaille toujours quand même avec des couleurs limitées. Aussi parce que le fait de toujours travailler quand même à partir de soit de documentation, de sujets historiques ou de photos que j'ai pu prendre sur place, il y a quelque chose de documentaire un peu dans ce que je fais même quand c'est de la fiction. J'aimais bien l'idée d'avoir vraiment une possibilité d'interprétation graphique assez grande et donc de réinterpréter complètement par la couleur. Et la contrainte, elle est contraignante et libératrice aussi à certains endroits. Ce qui est sûr, c'est que j'avais envie, vu le sujet de toute façon, d'avoir une place pour les carnations. Donc cette gamme de couleurs-là est présente, avec en plus la Tunisie qui est un peu associée au pays du Sud et de ces couleurs chaudes-là. Mais
Oui, oui. Je pense que ça m'a aussi facilité de venir petit à petit avec pas trop de couleurs à la couleur. Et donc, nous, on a décidé de faire une espèce de dichotomie entre ton travail autour des thématiques de la Tunisie et un passage, comme on a aimé nommer, de la fiction au documentaire, qui est peut-être plus ancré dans notre actualité politique française et internationale. Et donc, on va remonter un petit peu dans le temps, puisqu'on va revenir sur cette collaboration en 2017 autour du conflit israélo-palestinien, mais surtout autour de l'histoire française de 1967 au mandat du président François Hollande. Et donc là aussi, est-ce que tu peux nous évoquer comment est né ce projet? C'est une première collaboration? Alain Grèche, c'est un journaliste du monde diplomatique qui a fondé le média Orient 21, pour lequel j'illustre des articles. Et donc j'étais en contact avec lui par ça. Enfin, à l'époque, il avait un blog sur le monde diplo, je pense, que je lisais parce que voilà, il a écrit beaucoup de choses sur la Palestine et certaines choses très accessibles aussi. Il a écrit un livre qu'il a dédié à sa fille pour expliquer. Lui-même a une histoire liée à cette question-là. Donc je connaissais son travail, j'avais contacté le site pour illustrer un peu les articles et on a réfléchi à faire ensemble un livre avec ce biais-là de vraiment s'intéresser aux relations. Là, au niveau diplomatique, on se situe et pas par le bas. L'évolution donc de la période gaulliste qui se veut non alignée sur la politique américaine, c'est pas une politique atlantiste. Comment elle évolue depuis 67 jusqu'à une politique de collaboration unilatérale et sans condition, sans lien total avec le droit international, avec Israël, et de balayer un peu cette période-là, de voir que en fait ça nous concerne, parce que moi c'était quelque chose qui m'intéressait, parce que quand on va au Maghreb ou au Proche Moyen-Orient, forcément là au moins la Palestine ça intervient, surtout quand vous êtes française et que voilà, en général la France a quand même des discours de soutien à l'autodéfense totale, peu importe ce que ça implique de l'État israélien. Donc c'était présent, mais j'avais beaucoup d'amis qui me disaient mais c'est pas notre histoire, ça ne nous regarde pas, c'est pas notre affaire. Et du coup je me disais en fait si. Et d'ailleurs il s'est passé vraiment des choses, c'est-à-dire que c'est la politique de De Gaulle qui a fait que l'OLP d'Yasser Arafat a pu être reconnu comme vraiment interlocuteur pour les négociations, de dire en fait les Palestiniens c'est un peuple, c'est pas juste des Arabes qui traînaient un peu sur une terre et voilà. C'est vraiment un peuple qui a une histoire, qui a une culture et qui s'organise politiquement. Et donc, de chercher une explication aussi pourquoi ça a de telle résonance en France. Et c'est vrai que la France, c'est un des pays européens où il y a les plus grandes communautés juives et musulmanes par de nombreuses binationalités présentes sur le territoire. Et forcément, tant que cette histoire coloniale-là n'est pas réglée, on ne sait pas si elle le sera un jour, on l'espère. Il y a plein d'autres choses qui ne seront pas réglées aussi sur notre propre territoire en termes d'héritage et d'histoire coloniale. Et en vue de la réception que tu as pu un petit peu avoir dans ton entourage, est-ce qu'au début des propositions, quand Alain Grèche est venu vers toi, ça t'a paru vertigineux? Est-ce qu'il y a eu une réflexion puisque c'était une première collaboration, comment tu as accueilli aussi cette proposition? En fait, on l'a un peu imaginé ensemble, mais moi, je me suis vraiment aussi reposée sur la participation du scénario d'Alain. Enfin, c'est lui qui a vraiment écrit l'histoire. Je me serais jamais sentie d'écrire quelque chose, moi, sur la Palestine. Enfin, j'aurais pas su. Et en plus, je sortais juste d'études, donc c'était quand même assez... Oui, ça pouvait être un peu vertigineux. Par ailleurs, ça a été un collaborateur. Ça s'est trop bien passé. Enfin, on est encore amis et on a eu un éditeur. Au départ, c'était publié chez La Découverte et ensuite a été réédité chez Libertalia en version augmentée. Mais à l'époque, c'était Thomas Deltombe, notre éditeur, qui a écrit aussi sur la question de la décolonisation du Cameroun et sur la question de l'islamophobie dans les médias et qui a été un super éditeur. Donc, on a vraiment créé une équipe qui était très soutenante. Donc, ça s'est très bien passé. Et on retrouve de nouveau ta signature de colorimétrie tricolore. Là aussi, ça s'est rapidement imposé à toi de reprendre le bleu, blanc, rouge. Comment tu l'as imaginé? Oui, à l'époque, j'avais envie de créer cette première grille de lecture qui est bleu, blanc, rouge, justement de montrer, en fait, là, on parle aussi de la France dans cette histoire d'Israël et de la Palestine. Et en même temps, d'avoir peut-être d'autres niveaux de lecture de la couleur, c'est-à-dire que si on ne le remarque pas forcément, mais l'armée israélienne, elle est en bleu, et tous les représentants des formes de résistance palestiniennes seront en rouge.
Et moi, c'est un code couleur que je me suis mis, que la lectrice ou le lecteur ne verra pas forcément, mais en tout cas qui crée un deuxième niveau de lecture. Et donc après ces premiers projets, on assiste à une nouvelle thématique qui va ensuite un peu s'imposer dans ton travail. C'est l'idée de représenter des parcours de femmes, à la fois des biographies détaillées que nous allons pouvoir évoquer, mais chronologiquement, le projet qui s'en est suivi, c'est Manifestante, dans lequel on découvre le parcours d'une femme qui, par hasard, décide de se prêter au jeu de cet exercice militant, qui n'y connaissait rien, et justement d'où est venue l'idée d'évoquer cette pratique-là spécifique de la manifestation. C'était un peu au moment des Gilets jaunes que j'ai écrit cette bande dessinée. Et souvent on me demande si c'est mon histoire, c'est pas la mienne, mais c'est inspiré de plein de récits de gens que j'ai connus. Je pense que c'était aussi l'idée de se dire, j'ai envie de m'intéresser à ce qui se passe dans le monde, mais je vais me situer aussi et voir ce qui se passe par chez nous, parce qu'il se passe des trucs. Et de voir d'autres pratiques politiques qui sont plus celles traditionnelles du syndicat, du parti ou de la fac qui est occupée, mais de voir comment la manifestation peut être un moment, un peu un rituel initiatique qui vous prend, qui vous emmène dans le collectif, et encore une fois de voir comment on peut se relever, dépasser l'impuissance finalement, parce que si on est juste chez soi à regarder l'actualité, c'est assez dur, mais si on sort et qu'on s'organise, il se passe autre chose. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer, avec que des femmes en effet, il n'y a pas d'hommes dans ce récit. Et pour la petite histoire, la protagoniste a une grand-mère dans le récit qui, elle, a grandi avec le mouvement antifascisme italien. Et justement, là aussi, comment tu as eu envie de mêler et de mettre en parallèle ces deux mouvements ? Ça, c'est vrai que c'est parce que moi, dans l'espace où je milite et dans lequel je gravite et tout ça, il y a vraiment cet héritage aussi un peu fantasmé de l'opéraïsme aussi. Donc, pas strictement caricatural des Brigades Rouges, mais en gros, tout ce qui s'est passé dans l'après-68 en Italie, où il y a eu beaucoup de pratiques de l'autonomie donc italienne, que ce soit la culture du squat, l'autoréduction, donc vraiment des pratiques de réappropriation prolétarienne ou quoi. Et cet héritage-là, il est très présent dans mes proches. Et j'avais envie de montrer que, par ailleurs, oui, donc moi j'habite à Montreuil, il y a beaucoup d'Italiens, d'Italiennes, et qui militent, et qui sont dans des pratiques de gauche radicale et tout ça. Et j'avais envie de montrer qu'il y a une possibilité de transmission, mais parfois aussi on la découvre un peu tard aussi, c'est-à-dire qu'elle, elle découvre, c'est un peu présent, mais en fait c'est parce qu'elle vient à la lutte que d'un seul coup elle voit autrement le parcours de sa grand-mère. Sinon peut-être qu'elle serait passée un peu à côté et qu'elle n'aurait pas creusé. Et à la suite de ce livre, en 2025, tu nous as signé deux récits, dont celui de Emma Goldman, qui est donc une femme anarchiste des années 20. Disons qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui était très précurseur dans son domaine, puisque profondément anticapitaliste, anarchiste. Et on découvre vraiment la biographie de cette femme qui a eu plusieurs séjours en prison, un exil, déchéance de nationalité. Et justement, comment est née cette collaboration ? Est-ce que tu connaissais déjà le récit d'Emma Goldman, puisque c'est un récit qui a été écrit avec Léa Gauthier. Emma Goldman, c'est une figure assez connue dans les milieux libertaires, et du coup je la connaissais comme en gros quand vous êtes dans les milieux libertaires, vous vous dites bon, je vais aller voir c'est qui les femmes au-delà de Louise Michel, et vous en trouvez quelques-unes. Mais elle n'est pas si connue que ça en France, alors que justement elle est de la trempe de Louise Michel, qu'elle a rencontrée par ailleurs en Angleterre. Mais Léa, je la connaissais pas, mais elle a proposé l'histoire à mon éditrice chez Futuropolis, qui m'a dit qui m'a proposé en se doutant que ça me plairait. Et en effet, ça m'a trop plu, parce que moi, je me serais... En fait, Emma Goldman, c'est basé sur ses mémoires qui font plus de 1000 pages. Et moi, toute seule, je me serais pas sentie d'attaquer ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment une grande figure de l'anarchisme. Elle est née dans l'Empire tsarisme, elle a émigré aux États-Unis, où elle a été dans le mouvement anarchiste, elle a milité sur, je vais peut-être pas tout vous raconter, mais plein de choses. Elle a été enfermée, ensuite elle a été exilée en Russie en 1919, donc pendant la révolution bolchevique. Elle a rencontré Lénine, Trotsky pour demander la libération d'anarchistes. Ensuite, elle est partie un peu en France, elle a écrit ses mémoires, même en 1936, elle était à Barcelone derrière les barricades. Bref, c'est une vie plus folle que la fiction, et j'aurais pas réussi toute seule, mais
Mais le fait que là, on me le propose, j'étais trop enthousiaste. Notre collaboration s'est trop bien passée. Avec notre éditrice Marie-Agnès aussi, on était 3 femmes sur un récit d'une femme incroyable. Donc, c'était super. Et donc, avant d'enchaîner avec Tokyo 68, qui est le deuxième récit que tu as imaginé en 2025, c'était juste... ces 2 récits ont été écrits en parallèle ou comment tu as fait pour jongler entre... puisque c'est comme assez original, cette idée de consacrer quasiment une année ou 2, j'imagine, autour de biographies très spécifiques de femmes. Voilà, comment au quotidien on appréhende le fait de travailler sur des éléments très factuels de la biographie de quelqu'un d'autre. C'est vrai que les 2 projets, je ne les ai pas pensés pareil aussi, parce que Tokyo 68, c'est donc les révoltes étudiantes en 68 au Japon, qu'on ne connaît pas mais qui ont été majeures, sur la question autour de la lutte contre la guerre au Vietnam que menaient les Américains depuis des bases au Japon. Et j'avais lu des choses dessus, mais plutôt en anglais, parce qu'il y a très peu de choses en français. Donc j'ai contacté une chercheuse qui est devenue ma co-autrice. J'ai réussi à avoir une bourse pour aller au Japon pour faire des recherches. Donc en fait, le projet, ça a étalé plus sur le temps long. Et il se trouve qu'il est sorti en même temps quasiment que Emma Goldman. Mais Emma Goldman, le temps a été... C'est quand même un temps de bande dessinée, donc c'est quand même bien 1 an et demi, quoi. Mais on s'est rencontrés avec Léa, on a discuté du récit, elle a écrit, on faisait des allers-retours et tout. Donc c'était aussi parce que c'est un travail différent. Emma Goldman, c'est vraiment basé sur ses mémoires. Et Tokyo 68, c'est Chelsea, qui est une chercheuse américaine, prof au Japon depuis 15 ans, qui travaille sur la place des femmes dans le mouvement étudiant au Japon et qui a travaillé sur beaucoup de témoignages. Et donc on a fait là des personnages fictifs inspirés de gens réels. Mais c'est pas des biographies strictes, quoi. C'est de la réécriture. Donc tu viens un peu de parler de Tokyo 68, qui est paru aux éditions Libertalia en 2025, où tu racontes la révolte de la jeunesse japonaise de 67 à 69, à travers le parcours encore de plusieurs personnages, et spécialement 2 amis qui cheminent dans leur propre questionnement. La particularité de cette bande dessinée, c'est qu'il y a un long avant-propos qui contextualise le récit. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce contexte politique qui tient lieu de décor pour l'histoire ? Oui, c'est-à-dire que le Japon... déjà, ce projet, c'était pour aller contre l'idée très orientaliste que même quand on est progressiste en France, on aime bien imaginer que le Japon, c'est un pays un peu qui conserve ses traditions et c'est super. Et même s'il est un peu conservateur, c'est pas grave. En fait, le Japon a eu une histoire sociale très mouvementée dans l'après-guerre parce qu'ils ont signé un traité de sécurité nippo-américain qui faisait qu'ils acceptaient que les États-Unis aient des bases et en fait utilisent le Japon comme un premier mur contre le communisme asiatique. Et en fait, il y a eu des grands mouvements de manifestation contre ces bases-là, contre la collaboration du gouvernement japonais qui était vraiment en lien avec le gouvernement américain qui bombardait ensuite le peuple vietnamien. Et dans ces manifestations-là, il y a des étudiants qui sont morts, c'est arrivé, donc en 60 et en 67. Et un étudiant en 67 qui est mort, ça a été vraiment un moment déclencheur et ça a créé beaucoup d'engagement au niveau des étudiants, sachant qu'il y avait déjà ce qu'on appelle le Zenkyoto, enfin le Zenkakuren qui est devenu Zenkyoto, qui était une fédération des associations des étudiants dans lesquelles ils s'organisaient. Et c'était à peu près 60% des étudiants et étudiantes qui étaient investis là-dedans. Donc il y avait vraiment une politisation. Mais comme on le sait chez nous et on oublie qu'ailleurs, c'est le fond de l'air est rouge à cette époque-là. Et c'est vraiment partout. Et les luttes internationalistes, tiers-mondistes, comme on dit à ce moment-là, et anti-impérialistes sont très vives. Et de voir qu'ensuite, il y avait vraiment des occupations qui étaient en lien avec les autres luttes ailleurs. Par exemple, ils parlaient des étudiants à Nanterre, ils étaient au courant de ce qui se passait. Ils ont reçu des membres du Black Panther sur le campus, ça on n'en parle pas, mais c'est quelque chose d'autre. Et voilà, de voir finalement... au Japon, il y a eu ensuite aussi, dans les années 70, un moment de guérilla, c'est-à-dire d'une gauche révolutionnaire qui pratique... en gros, la violence révolutionnaire, qui a finalement créé une espèce de distance avec les masses qui ne comprenaient plus la façon de mener la révolution, et ça a un peu mal tourné, en gros. Et ça a brisé finalement l'héritage, qui fait que même au Japon, en fait, il y a eu un peu un traumatisme collectif dans les années 70, et toutes les expérimentations des années... fin des années 60 a été un peu oubliée, alors que c'était quelque chose de massif par rapport à des groupes type guérilla, et donc... de revenir un peu là-dessus, de revenir justement, de se dire, en fait, c'est le moment de l'entrée des femmes dans l'université aussi. Donc, de fait, elles se sont engagées dans les occupations.
Et moi, juste, c'est vrai que pour l'anecdote, j'avais déjà lu pas mal de trucs un peu sur mai 68, et il y a un livre, alors je sais plus si c'est Ludivine Bantini ou Fanny Gallo ou quoi, mais ça s'appelle Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Et il y a un peu ce truc de dire, en fait, quand on occupe, qui c'est qui fait la bouffe, qui c'est qui fait le ménage, et par rapport à ceux qui vont en effet affronter les flics et être sur les belles photos. Voilà, donc c'est un peu cette différenciation genrée aussi qui crée des échos avec ce qui a pu se passer chez nous. Alors pour cette bande dessinée, c'est toi qui as contacté l'historienne Chelsea Schneider, comme on l'a évoqué, pour lui proposer ce projet. Est-ce que tu fais de même avec la presse ou bien est-ce que ce sont eux qui font appel à toi ? En fait, presse, je suis surtout avec des partenaires que je connais déjà, entre guillemets, c'est-à-dire qu'Orient 21, j'ai fait des choses dans le monde diplomatique aussi, mais c'est vrai que c'est pas de la presse. Je pense que c'est de la presse avec laquelle il y a vraiment un accord politique un peu total. Mais je suis pas dans la presse non plus. Enfin, si c'est grand public, le monde diplomatique, mais il n'y a pas eu vraiment de moi qui ai contacté un média ou un média qui m'a contacté. On se connaissait pas du tout. C'est plus des collaborations de gens qui sont déjà un peu des partenaires et même des camarades entre guillemets. Donc tu collabores justement avec différents médias, français comme internationaux, du plus confidentiel comme Mon Lapin Quotidien, qui est une revue papier de bande dessinée, ou Inkifada, un média numérique tunisien, au plus notoire comme Le Monde diplomatique ou l'Orient 21, on en a déjà parlé. Ce qui les unit, c'est le regard sur le monde, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes collaborations ? Est-ce que tu travailles de la même façon avec chacun ? Inkifada, c'était un média que j'avais connu parce que c'était un ancien journaliste de Newet qui avait fait un autre média et qui avait travaillé sur par exemple la question, des questions vraiment sociales, des questions de genre aussi en Tunisie, des questions sur les minorités, sur la ruralité. Donc j'avais fait des illustrations pour eux. Là, pour les médias arabes, ce qui était chouette, c'est que c'est Orient 21 est un média qui existe aussi en arabe et en anglais et qui donc travaille avec des médias arabophones, que ce soit au Liban, en Égypte. Et dans ce cadre-là, j'avais illustré des articles qui étaient dans d'autres médias, donc présents sur Orient 21, mais dans des médias à l'étranger. La page à gauche, c'est sur Albert Harrier, qui était un militant égyptien juif et communiste. Je l'ai fait avec Alain Grèche, parce que aussi, lui, il est le fils de Henri Curiel, qui est, donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est aussi un militant, pareil, égyptien, juif et communiste. Et à l'époque où l'Égypte était vraiment, en tout cas le Caire était très cosmopolite, où il y avait un mouvement communiste naissant très actif, et donc c'est un peu les heures les heures rouges entre guillemets de ce territoire-là. Donc c'est des parcours qui méritent d'être reconnus. Je ne sais pas si le livre, moi je l'ai lu en traduit en français, mais il existe en arabe en tout cas en publié. Et là sinon c'est sur l'Ukraine au milieu, pour le cahier d'Europe centrale. Et c'était sur l'Holodomor en bas. Holodomor qui n'est pas connu forcément, mais c'est en gros considéré comme le génocide fait sur les Ukrainiens par la famine. Donc c'était au début de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, malheureusement il y a déjà quelques années. Alors en quelques mots, en parallèle de tes travaux de publication, tu as développé une pratique collective, notamment par la création d'affiches militantes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce travail collectif ? Oui, ça c'est... Je pense que je suis assez marquée par le territoire dans lequel je vis à Montreuil, mais j'y ai grandi. Et c'est une ville qui est très active au niveau militant. Et on n'aura pas de second tour demain, par exemple. Ça, c'est réglé. Et du coup, il y a beaucoup... je ne sais pas si vous connaissez un peu Paris ou la Seine-Saint-Denis, mais il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de collectifs. Il y a Moi, j'ai travaillé donc sur les questions de l'antifascisme, que ce soit ces affiches que j'ai faites, où juste avant c'était un autocollant, il y avait marqué la lutte antifasciste internationale, fait avec un collectif qui s'appelle La Horde, qui fait de la veille de la veille de collectifs d'extrême droite pour savoir un peu ce qu'il en est. Ça c'est une banderole, l'autre avec voilà. Ça c'est une banderole qu'on ressort régulièrement avec les potes un peu en manif pour essayer de créer du lien. Et en fait c'est surtout que quand il y a des événements, nous on
essaye de soutenir les caisses de soutien, parce que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, malheureusement. Donc, en faisant des affiches, en faisant des autocs ou quoi, après, quand il y a un événement, on a une table, et soit c'est prix libre, soit c'est prix conseillé et tout ça. Et quand c'est un... Voilà, il y a eu plein d'événements. Quand il y a eu pour Gaza, on a fait des choses, mais ça peut être vraiment pour des collectifs en particulier. On a participé à une caisse de soutien, par exemple, pour les inculpés de Budapest. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est des militants antifascistes en Hongrie qui subissent la répression dans leur procès. Et donc pour Gino aussi, qui est menacé d'extradition en France. Et afin de terminer un petit peu, comme on vous l'expliquait, sur ce fil conducteur de passé, présent, futur, on va revenir sur tes futurs projets, du moins les projets qui t'animent en ce moment. Et tu nous as gentiment envoyé quelques éléments de la collaboration, enfin du moins la résidence que tu as actuellement au musée de l'histoire vivante autour des couleurs et des objets dans les luttes sociales. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette résidence ? Oui, c'est une résidence qui a un dispositif de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Écrivain de Seine-Saint-Denis, que je fais avec le musée de l'histoire vivante et les bibliothèques de Montreuil. Et le musée de l'histoire vivante, c'est en fait un peu un musée de l'histoire ouvrière aussi, et de l'histoire du travail. Et moi, je fais des planches en lien avec, par exemple, ils ont le bleu de travail, et ils se sont intéressés à l'histoire de cet objet-là dans les luttes. Et je l'ai illustré par des événements, eux, ils font en France, par exemple. Moi, je l'ai fait en 1936 dans les occupations joyeuses du Front populaire, mais j'ai voulu aussi un peu internationaliser et voir, par exemple, là, c'est les Asturies en 1934, l'insurrection des mineurs espagnols 2 ans avant la révolution de 1936. Et aussi aux États-Unis, donc en 1936 aussi, oui. Des mouvements de grève massifs, et voilà, j'en ai fait d'autres. La Fiat Mirafiori, par exemple, en 69. Enfin, bref. Et tu collabores également, tu nous as dit quelques mots sur des collaborations avec des collèges, justement, appréhender un nouveau public. Est-ce que tu peux évoquer la manière dont c'est né ? Dans ce cadre de cette résidence, je vais faire des ateliers plus d'impression un peu, donc de linogravure ou quoi. Et sinon, avec une association, je travaille aussi pour l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Et on fait des ateliers dans les collèges, dans le dispositif qui s'appelle Jeunes contre le sexisme. Et on est 2, et ma collègue avec moi, elle parle avec eux des questions de genre, de sexualité, de discrimination, de droits LGBT et tout ça. Et moi, je fais une petite planche de bande dessinée qui choisit un moment de discussion avec les jeunes pour rendre compte de leurs questions et leurs réflexions. Et on fait aussi une affiche ensemble. Voilà. Et puisqu'on a l'opportunité de t'avoir avec nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir quelques petits teasers sur tes futures bandes dessinées, des collaborations C'est l'occasion d'en savoir plus. Oui, avec Léa Gauthier, avec qui on a fait Emma Goldman, on travaille en ce moment sur Madeleine Pelletier, qui est une autre femme du début du XXe siècle, qui a réussi à faire de la psychiatrie à l'époque où les femmes ne pouvaient pas faire parce qu'elles n'étaient pas des citoyennes à part entière, donc elles ne pouvaient pas. Elle a suffisamment lutté pour réussir à avoir cette place-là. Et c'était aussi une anarchiste issue d'un milieu très prolétaire, mais qui se distingue parce qu'en fait, elle s'habillait complètement en homme. Et elle prônait le célibat et la virginité, pas de façon programmatique, mais pour elle en tout cas, comme une forme d'émancipation aussi vis-à-vis du patriarcat à l'époque. Et c'est un peu une figure aussi queer avant l'heure, qui est pas très connue, mais il y a un livre qui est sorti sur elle et qui est super, donc on travaille sur ça en ce moment. Et de nouveau, cette volonté de travailler avec elle, comment c'est né ? C'était une initiative de ta part ou de la sienne ? Notre collaboration s'est super bien passée, et comme on a des sujets en commun, puis quand on bouge un peu pour parler du livre, en fait, parfois on discute, on dit j'ai lu ça, ça a l'air chouette, et on en parle, et ouais, c'est des vrais partenariats quand on rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien. Ouais. Eh bien, merci. Je pense qu'on a eu un bel aperçu de ton univers ce soir. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que tu avais envie d'évoquer, de souligner, mis à part le fait que tu seras en dédicace d'ici quelques minutes de l'autre côté librairie. Donc, si ça vous a intrigué, n'hésitez pas à aller lui rendre visite. Merci beaucoup. Merci.